Les matins du samedi, Quentin l'a fait. Le Caillou s'embrase depuis lundi. D'importantes révoltes traversent la Nouvelle-Calédonie. La source directe, le projet d'une révision constitutionnelle prévoyant une réforme du corps électoral vivement contestée par les indépendantistes de l'archipel. Face au mouvement et aux violences, l'état d'urgence a été décrété mercredi 15 mai et des violences qui ont causé des centaines de blessés et 5 morts, 2 hommes de 20 et 36 ans, une adolescente et 2 gendarmes. Pour comprendre cet embrasement que beaucoup prévoyaient pour remonter à la racine de cette crise politique, économique et sociale, je reçois ce matin 3 invités. Isabelle Leblic, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche, co-autrice de cet ouvrage collectif intitulé En pays kanak, ethnologie, linguistique, archéologie et histoire de la Nouvelle-Calédonie. Cela a paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. À vos côtés, Romuald Pidgeot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire adjoint de l'Union calédonienne, membre du bureau politique du Front de libération nationale kanak et socialiste, et présent également Joseph Confavreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, auteur d'une décolonisation au présent, Kanaki, Nouvelle-Calédonie, notre passé, notre avenir. Cela a paru en 2020 aux éditions de La Découverte. Et pour commencer, Joseph Confavreux, je voudrais vous citer. C'est une histoire qui se passe au bout du monde, mais concerne le cœur de la République. Pourquoi ce lien fort entre ce qui se passe justement au bout du monde et le cœur de notre République ? On peut avoir l'impression que la Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment très très loin, que des problématiques là-bas sont extrêmement complexes et éloignées de nos préoccupations présentes. Mais en fait, il suffit d'y aller un peu, même comme observateur régulier ou même moins régulier, pour voir à quel point on peut considérer que c'est un endroit qui est au cœur de toutes nos problématiques contemporaines. Parce que c'est expérimenté là non seulement une intelligence collective, comme le disait lui-même le président Macron en 2018 lors d'une visite à Nouméa, mais des manières de penser la politique, de faire la politique, d'innover institutionnellement, de faire travailler ensemble des gens qui ont vécu une colonisation, donc qui sont dans un processus décolonial, qui sont vraiment sidérantes pour quiconque met le pied sur le caillou. Et donc je pense que l'idée que tous ces événements nous seraient lointains est vraiment une erreur, alors qu'on est confronté en Nouvelle-Calédonie à une, je dirais, une expérience possible d'un processus décolonial qui pourrait réussir si justement il n'échouait pas sur des réformes comme celles qu'on a vues embraser l'île récemment. On explique beaucoup, Isabelle Leblic, que ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie, ces révoltes qui traversent l'archipel sont le fruit d'une réforme du corps électoral vivement contestée par les indépendantistes. Est-ce que pourtant tout cela était prévisible, indépendamment, j'allais dire, de cette réforme ou de ce projet de réforme ? Mais ce qu'il est sûr, c'est que depuis le dernier référendum de 2021 auquel les Kanaks n'ont pas participé parce qu'il a été avancé alors que Édouard Philippe l'avait donné la parole aux indépendantistes et à tout le corps politique calédonien que ce référendum aurait lieu après août 2022. Il était organisé en pleine période Covid En notamment. pleine période Covid, en plein deuil kanak, puisque c'est les populations kanak qui ont été le plus touchées l'effet l'infection du Covid et les morts ont été beaucoup plus du côté kanak qu'ailleurs. Donc, depuis que le président Macron a décrété, après le référendum, qu'il est fier que la Calédonie ait choisi dans sa grande majorité de rester française, alors que il y avait même pas eu 50% de participation à ce référendum, et que même les voix du non avaient perdu près de 6000 voix depuis le dernier référendum. Donc les déclarations du président Macron ont été d'emblée un parti pris de garder la Calédonie dans la France, alors que le rôle de l'État depuis la période des accords était un rôle d'impartialité, c'est-à-dire de s'assurer que les processus se déroulent correctement. Romuald Pidgeot, vous êtes d'accord avec cette analyse? Au fond, Emmanuel Macron, son gouvernement, peut-être d'ailleurs depuis ce discours fameux de 2018, ont pris parti? Oui, clairement. On a eu de nombreuses erreurs de ce gouvernement, notamment depuis 2021, qu'on n'avait pas observé avec les gouvernements précédents, les gouvernements qui soient socialistes ou républicains. Si vous voulez, ces gens-là, ces responsables, avaient la mémoire du dossier, connaissaient les codes, connaissaient la mentalité, connaissaient comment aborder les choses. Ce qu'on n'a pas du tout retrouvé avec ce gouvernement-là, donc qui a multiplié les erreurs.
notamment en s'alliant avec nos adversaires politiques locaux, les non-indépendantistes, alors que depuis le début, on répète que l'impartialité de l'État est une condition indispensable pour que l'on puisse travailler et arriver à dialoguer et éventuellement à trouver un accord entre nous. Pourquoi, Romuald Pidgeot, cette mémoire du dossier que vous évoquez là est-elle si fondamentale, si importante pour maintenir ces liens entre la France d'abord et la Nouvelle-Calédonie? Tout simplement parce que le dossier est très complexe. On est là dans un pays donc, qui a été colonisé, où la population autochtone qui réclame sa pleine souveraineté, la population kanak a été minorisée dans son pays. Aujourd'hui, les Kanaks comment dire, représentent 40% de la population. Mmh. Et donc, pour concilier la volonté des Kanaks d'être souverains et leur volonté de ne pas être minoritaires dans leur pays et les principes républicains, les principes constitutionnels, on a des dispositions particulières qui permettent justement de concilier les contraintes de chacun. Comment dire, ce qui nous a permis en 88 et en 98 d'arriver à des accords. 88, donc les accords De Matignon, sous la houlette de Michel Rocard, et 98, les accords de Nouméa, sous la houlette cette fois du Premier ministre Lionel Jospin. C'est ça, ouais. Donc, dans les années 80, on a ce qu'on appelle les événements, mais nous, on appelle ça, c'est carrément une guerre civile qui fait près de 90 morts. Même depuis le début de la colonisation, on a eu des révoltes. La révolte d'Ataï qui a fait près de 1500 morts. La révolte du chef Noël qui a fait 300 morts. Donc voilà, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'histoire d'un combat permanent entre le peuple kanak qui réclame sa souveraineté et la France, l'État colonial, qui veut garder ce territoire. Tout ce cheminement arrive à les accords de Matignon de 88, les accords de Nouméa de 98, qui sont un équilibre très complexe, ce que je vous disais, permettant de concilier toutes les revendications de chacun. Donc c'est très important de connaître le dossier. On va écouter justement la voix de Lionel Jospin quelques semaines après la signature des accords de Nouméa. L'accord de Nouméa est un succès pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France. Il ouvre une nouvelle période de paix pour ce territoire, à l'histoire trop longtemps troublée. Il permettra à ses habitants d'affirmer leur identité propre, d'exercer des responsabilités croissantes dans la conduite des affaires publiques et de continuer la marche vers le progrès social et le développement économique. Tout comme les accords de Matignon auxquels le lie une étroite filiation, l'accord de Nouméa est le fruit d'un dialogue entre des hommes de bonne volonté qui ont accepté, sans renier leurs convictions ni renoncer à leurs aspirations, de parcourir ensemble un nouveau chemin pour sceller leur destin commun. Joseph Confavreux, est-ce que cet esprit-là, décrit par Lionel Jospin, alors Premier ministre, est-ce que c'est cet esprit-là qui a été brisé ces derniers jours ? Oui, c'est ça dont on a l'impression. Il faut lire le protocole de l'accord de Nouméa. C'est un des plus beaux textes, sans doute, de la République française. C'est aussi le premier texte où la République française reconnaît le fait colonial, mais le reconnaît en disant « le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière ». C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la volonté de jeter un des deux peuples, que ce soit le peuple autochtone ou le peuple venu de métropole, à la mer. On est dans l'idée de construire vraiment les conditions d'un destin commun, et cela demande
du temps, de la sensibilité, un dialogue qui s'est malheureusement effondré ces dernières semaines, enfin ces derniers mois même. Isabelle Leblic, le point fondamental aussi depuis plusieurs mois, c'est que le dossier n'est plus géré, selon l'expression administrative, par Matignon, mais par le ministère de l'Intérieur. D'abord, qu'est-ce que cela change et pourquoi est-ce un point important mis en lumière par beaucoup des parties prenantes en Nouvelle-Calédonie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que le dossier soit géré directement par le ministère de l'Intérieur, qui est un peu à l'écoute uniquement de ses partenaires que sont Sonia Backès et Nicolas Mesdorf, qui sont la droite la plus extrême anti-indépendantiste. Aujourd'hui, ils accusent les Kanaks d'être racistes, mais c'est eux qui ont des discours racistes en permanence sur les ondes locales, qui mettent le feu aux poudres. Le fait que Nicolas Mesdorf ait été le rapporteur de la loi constitutionnelle là à l'Assemblée nationale est déjà un parti pris. Il a pu pendant toute une journée entière faire passer le discours anti-indépendantiste librement, sans aucune contradiction, à part les quelques députés qui ont pris la parole pour combattre ce projet. Donc c'est la première fois que... Et ça montre ce qu'on disait là juste au début, le fait que l'État n'est plus du tout impartial, il a choisi son camp. Il a choisi son camp. Roméo Apidjo, qu'est-ce que vous, en tant que partie prenante, justement, qu'est-ce que cela modifie, qu'est-ce que cela transforme que votre interlocuteur premier ne soit plus Matignon, mais le ministère de l'Intérieur? Déjà, comment dire ça, c'est une habitude. C'était comment dire ça, c'était traditionnel que ça soit le Premier ministre qui traite le dossier. Et on a ressenti ça aussi comme, comment dire ça, comme une non prise en compte de l'importance du dossier en le baissant d'un niveau, en passant du Premier ministre au ministre de l'Intérieur. Nous, on dit toujours que le dossier de la Nouvelle-Calédonie, c'est un dossier qui doit se traiter au niveau du droit international. Donc, notre interlocuteur, c'est le Premier ministre. Quand on change cet interlocuteur et qu'on met le ministre de l'Intérieur, c'est un peu comme si on disait que la Nouvelle-Calédonie, c'est une affaire intérieure. La Nouvelle-Calédonie, c'est le territoire français. Et donc, déjà, on aborde très mal le sujet. Joseph Convavreau, on entendait tout à l'heure Lionel Jospin, il parlait de développement économique. Est-ce que ce développement économique permis, entre guillemets, et soutenu par la France, a eu lieu après ces accords de Nouméa en 1998 ? Oui, en grande partie, notamment dans la région nord. C'est ça qui est intéressant, c'est que les accords de Nouméa donc, datent de 1998, oui, de 1998, 1998, et prévoit 20 ans pour en fait construire l'indépendance. C'est-à-dire que prévoit, ce qui est quelque chose d'assez inimaginable de notre point de vue de temps politique, d'attendre une vingtaine d'années pour construire les conditions politiques, mais aussi économiques, de l'indépendance de l'île. Et notamment à travers le développement de l'usine du Nord de nickel et donc le développement, le rééquilibrage territorial, parce qu'il faut bien se dire que c'est un petit territoire, mais très très inégalitaire dans ses ressources, où toutes les industries, les richesses étaient concentrées dans la région de Nouméa. Et donc, en fait, ce qui se passe avec le référendum, le premier référendum de 2018, c'est de dire, maintenant, on est prêt. On a 3 référendums qui nous permettront de voir ça, mais évidemment, ce rééquilibrage qui a été aussi un rééquilibrage territorial avec des transferts de terres, c'est-à-dire une vraie réforme agraire, ne s'est pas fait suffisamment pour enlever au gros l'héritage inégalitaire issu de la colonie, et ce qui explique qu'aujourd'hui, comme on le voit dans les rues de Nouméa, certains jeunes totalement défavorisés, aujourd'hui se révoltent sur notamment des questions de dignité, d'accès à l'emploi et d'accès aux ressources de l'île.
En préparant cette émission, on discutait avec des indépendantistes néo-calédoniens qui nous expliquaient qu'en matière scolaire, en matière sanitaire, en matière également de redistribution des terres, ce développement économique, pour reprendre l'expression de Lionel Jospin, avait eu lieu en partie. Isabelle Leblic, vous n'êtes pas d'accord, vous ne sembliez pas d'accord en tout cas. Non, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres produits même par l'Institut de la statistique de Nouvelle-Calédonie, les Kanaks sont la population la plus défavorisée. Ils ont accès qu'à 5% des travailleurs Kanaks sont des cadres par rapport à 35% du reste de la population. Je veux dire, l'inégalité, elle est toujours flagrante dans tous les domaines de la vie économique et sociale en Nouvelle-Calédonie. Mais on pourrait se dire d'un côté, il y a des inégalités sociales, économiques, objectives. De l'autre, il y a eu une forme de rattrapage dans le temps qui ont permis de les amoindrir. Mais pas suffisamment, parce que moi j'étais en 2019 à Nouméa dans une réunion au Congrès avec la Chambre du commerce et et les industriels de Nouvelle-Calédonie, ils disaient clairement, nous on préfère faire venir des employés de métropole en leur payant le billet d'avion plutôt que d'en faire de l'emploi local. Roméo Apidjo, sur ce sujet, sur ce point important des inégalités économiques et sociales. Oui, c'est tout à fait ça. On a des gens qui sont chez eux, qui n'ont pas d'emploi, qui vivent, qui sont défavorisés. Et à côté de ça, on voit des employeurs qui font venir des gens de métropole pour venir travailler. Donc, c'est quoi la pensée des Kanaks, mais même pas seulement des Kanaks, hein, des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, c'est on fait venir des métropolitains pour prendre notre travail. Et donc pour les Kanaks qui se sont révoltés ces derniers temps, c'est qui le coupable? C'est la colonisation, c'est un fait de la colonisation. Venir pour nous prendre ce qui est à nous. La carte Joseph Confavreux qui est dans les premières pages de votre livre et qui montre les résultats électoraux des 2 premiers référendums de ces dernières années, montre une scission territoriale extrêmement claire au sein de la Nouvelle-Calédonie avec dans le nord et de l'est de l'archipel une population extrêmement en soutien de la France et dans j'allais dire dans le sud et dans l'ouest, une population qui soutient beaucoup plus largement l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est sûr que géographiquement, le vote est extrêmement clivé. En réalité, ce qui compte, c'est le poids de Nouméa. C'est-à-dire que là, il faut donner à vos auditeurs et vos auditrices une image. Le corps électoral dont on parle, c'est quelque chose de la taille de la ville du Havre. C'est 175 000 personnes environ. Donc, les équilibres sont très fragiles. Ce que moi, j'ai pu constater quand je suivais notamment le référendum de 2018, c'est que ça ne veut pas dire non plus que c'est un vote purement ethnique. Vous voyez notamment des Océaniens, comme on dit, voter à la fois pour ceux qu'on appelle les loyalistes, d'autres pour les indépendantistes. Il y a des Blancs qui votent pour l'indépendance. L'aspect géographique qui est surdéterminé par la présence de Nouméa, dont il faut bien dire que ça ressemble un peu à une ville de la Côte d'Azur posée dans le Pacifique, hein, avec beaucoup d'expatriés, avec une vie qui est complètement déconnectée de la réalité kanak, ne doit pas masquer qu'il y a en fait des points de passage. Il y a eu longtemps en Nouvelle-Calédonie, il y a une spécificité, c'est qu'on a des statistiques qui se permettent d'être ethniques, hein, on est dans un régime dérogatoire par rapport à ce qui existe dans le droit français, et quand on demandait aux gens de se définir, il commençait à y avoir 15 à 17% d'entre eux qui se définissaient comme calédoniens. C'est-à-dire une citoyenneté calédonienne qui ne soit plus soit kanak, soit issue, océanienne, française. Donc la géographie reste surdéterminée par la composition des villes, des villages qui sont en Nouvelle-Calédonie, mais ça ne veut pas dire non plus que nous sommes face à un vote qui serait purement ethnique. Roméo Apidjo, une réaction par rapport à cela sur la façon de se définir et l'identité liée aux citoyens néo-calédoniens? Oui, si vous voulez, il y a les Kanaks ont toujours été à 80-90%, et ça augmente avec le temps indépendantiste, et on a les autres qui se définissent calédoniens avant de se définir français, hein.
il y a un fort attachement à ce territoire. Je vais même dire un nationalisme qui est né. Mais à côté de ça, vous avez un attachement avec la France qui représente une sécurité pour certains. Et voilà, non, je voulais dire autre chose, mais je vais pas dire ça. Un mot peut-être, Isabelle Leblic, en cette fin de première partie. Est-ce qu'au fond, la question qui est posée, ce n'est pas qu'est-ce que le peuple néo-calédonien? C'est une notion mouvante depuis maintenant 4 décennies, depuis même plus longtemps. Cette réforme constitutionnelle, elle met en lumière ce problème-là. Mais c'est-à-dire que depuis les accords et les 30 ans de paix depuis l'accord de Nouméa, le peuple la citoyenneté calédonienne s'est construite peu à peu avec un partage des responsabilités, un vivre ensemble qui est mis à mal par l'arrivée de tous ces métropolitains qui sont arrivés en Calédonie justement parce que c'est facile d'y travailler, la vie y est belle, on gagne beaucoup d'argent et que la réforme qui est en jeu aujourd'hui met à mal cet équilibre puisqu'il y a environ, je sais pas, 30 000 personnes qui sont arrivés pendant la période des accords, qui s'installent en Nouvelle-Calédonie. Si ces gens-là, ils ont pas d'intérêts locaux, ils ont pas la Calédonie pour eux, c'est pas leur pays. Et donc, d'intégrer des gens massivement dans le corps électoral qui va venir rompre des équilibres construits par un long processus sur 40 années, ça va mettre à mal tout l'équilibre du pays. Merci beaucoup à tous les trois, Isabelle Leblic, Joseph Confavreux, Romuald Pidgeot. On va poursuivre ensemble cette discussion à partir de 8h20. Les matins du samedi, Quentin l'a fait. Suite de notre discussion sur la Nouvelle-Calédonie avec nos trois invités. Isabelle Leblic, directrice de recherche, co-autrice de cet ouvrage collectif intitulé « En pays kanak, ethnologie, linguistique, archéologie et histoire de la Nouvelle-Calédonie ». Un ouvrage qui a paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Joseph Confavreux, également avec nous, journaliste à Mediapart, auteur d'une décolonisation au présent. Kanaki, Nouvelle-Calédonie, notre passé, notre avenir. Un ouvrage, lui, qui a paru aux éditions de la Découverte. Et Romuald Pidgeot, il est secrétaire adjoint de l'Union calédonienne, membre du bureau politique du Front de libération nationale kanak et socialiste. Et je voudrais qu'on revienne plutôt sur cet accord de Nouméa que vous avez mentionné, Joseph Confavreux, l'accord de Nouméa dans lequel la France reconnaissait, vous le disiez pour la première fois, le fait colonial. Est-ce à dire que nous sommes sortis totalement de ce fait colonial désormais ? Non, évidemment, on n'en est pas sorti, sinon il ne se produirait pas ce qui s'est produit là toute la semaine en Nouvelle-Calédonie. Mais disons qu'on a rarement eu un tel exemple, une telle volonté des acteurs de l'époque de travailler ensemble, collectivement, c'est-à-dire les indépendantistes, les loyalistes et l'État français à l'époque, pour sortir de cette situation coloniale. Il se trouve que vous m'appelez pendant que je suis dans un reportage en Israël-Palestine, qui est sans doute aujourd'hui le laboratoire du pire de la situation coloniale. On a pu croire au moment des accords de Nouméa, de l'accord de Nouméa de 1998, que la Nouvelle-Calédonie constituait peut-être le laboratoire du meilleur. C'est-à-dire à partir d'une situation dont on reconnaît les ombres, la violence, la structuration inégalitaire, une possibilité de construire un destin commun à partir d'un geste très généreux du peuple autochtone d'accueillir, de revendiquer l'indépendance, mais d'accueillir dans la citoyenneté calédonienne ce qu'ils appellent les autres victimes de l'histoire, que ce soit les anciens bagnards, les anciens communards, les Japonais, la main-d'œuvre océanienne qui a été aussi appelée à venir notamment travailler au moment du boom du nickel en Nouvelle-Calédonie. Donc on a avec cet accord de Nouméa, quelque chose qui se produit, et il faut bien le dire, après un moment dont on n'a pas encore parlé, qui est 1988, la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa, qui est sans doute la dernière intervention vraiment coloniale de l'armée française, où on retrouve des pratiques issues de la guerre d'Algérie, des corvées de bois, des personnes exécutées. Michel Rocard, qui ensuite signe les accords de Matignon, l'a reconnu quelques années plus tard. Donc on est vraiment dans un moment où on aurait pu se retrouver dans une situation à l'algérienne. Et avec les accords de Matignon, puis ceux de Nouméa, on imagine
la possibilité de quelque chose d'autre, doter à la haine une forme d'éternité, de construire ce qu'il s'appelle un destin commun, dont effectivement, sans doute les acteurs n'avaient pas tout à fait la même définition, ce qui explique aujourd'hui que on ne soit quand même sur des positions différentes. Mais il faut quand même voir qu'on n'a pas beaucoup d'exemples d'une pensée de la décolonisation qui ne soit pas le fait de rejeter totalement, d'exterminer le peuple autochtone ou de rejeter le peuple qui a colonisé. Vous avez mentionné, Joseph Confavreux, les accords de Matignon. On va écouter Michel Rocard qui en était justement le maître d'œuvre. Le combat du peuple kanak pour la reconnaissance de son identité, de sa culture, de son héritage, je le comprends. Votre revendication de partager les responsabilités sur ce territoire, au plan économique, social et culturel, je l'approuve. Vous voulez vous prendre en charge. C'est bien. C'est bien. Vous aspirez à des responsabilités, bravo. Mais il faut que vous soyez responsable pour construire. Il y a eu le temps du pardon. Il faut que vienne le temps du partage. Vous voulez partager, c'est légitime. Et pour cela, il faut d'abord se mettre au travail. Car si l'argent peut irriguer le champ, il n'apporte ni la semence des projets, ni le savoir-faire du paysan. Ça vous fait rire l'un et l'autre, ce son absolument hallucinant, c'est vrai, de Michel Rocard, Premier ministre, tant il rompt avec l'idée qu'on a de cet esprit rocardien de dialogue. Qu'est-ce que vous avez entendu là, Isabelle Leblic ? Mais quand on l'entend dire il faut se mettre au travail, c'est comme si les Kanaks ne s'étaient jamais mis au travail depuis, à l'époque, je ne sais plus, on en était à 160 ans de colonisation. Vous voulez vous prendre en charge, c'est bien, dit-il. Oui, c'est d'un paternalisme à toute épreuve, mais c'était aussi à l'époque, on était nombreux à dire que les accords de Matignon ou d'Inno étaient des accords très colonialistes dans la lettre. Parce qu'ils maintenaient, bien sûr, ils avaient ramené la paix, et ça, c'était essentiel. Mais ils maintenaient quand même la Calédonie dans un état de dépendance avec la France. Alors, avec l'accord de Nouméa, un pas a été franchi avec le partage beaucoup plus, justement, des responsabilités et de la co-construction du pays, puisqu'on est venu à des provinces vraiment avec beaucoup plus d'autonomie, une volonté de rééquilibrer le territoire, comme l'avait dit Joseph tout à l'heure, mais même si ça n'a pas complètement abouti. Et là, d'entendre Rocard, ça paraît vraiment d'une autre époque, quand on a l'impression de revenir au 19e siècle. Romuald Pigeot, vous avez le même sentiment. C'est une autre époque ou c'est encore parfois ce qu'il vous arrive d'entendre en Nouvelle-Calédonie ? Non, les propos sont quand même plus mesurés aujourd'hui. Les responsables font attention, même si dans la pensée, dans le fond, on sent un esprit paternaliste, notamment, je prends notre interlocuteur depuis le début, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. qui fait un complexe de supériorité envers nous, clairement. Concrètement, Isabelle Leblic, quand Joseph Confavreux parle de fait colonial aujourd'hui, comment ce fait-là persiste-t-il concrètement au sein même de la société néo-calédonienne ? Mais il persiste tout d'abord dans les inégalités qu'on constate dans la vie de tous les jours, dans la différence d'accès à l'emploi, la différence d'accès à l'éducation même, parce que les écoles, bien sûr, quand on a la chance de faire son cycle scolaire dans le Grand Nouméa, on a accès à peut-être plus de facilité, même si des collèges, des lycées ont été construits dans les provinces nord et dans les provinces des îles. On ne peut pas dire que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Il y a pas assez encore d'enseignants kanaks formés pour enseigner au tout niveau du cycle scolaire. À l'université, on n'a que 5 enseignants kanaks, quelques-uns d'origine calédonienne, mais sinon tous les autres viennent de l'extérieur. Donc ce déséquilibre, il est à tous les niveaux dans la société calédonienne encore aujourd'hui. Et c'est ce qui explique le fait qu'on soit toujours... Et comme j'avais dit en 2019 en Nouvelle-Calédonie, on pourra faire du rééquilibrage que quand on aura l'indépendance. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui,
on ne peut pas avoir de vrai rééquilibrage. Joseph Confavreux, dans votre ouvrage, vous rapportez les dires du leader indépendantiste Louis Mapou qui explique que la métropole a tendance à ne s'intéresser à l'outre-mer que lorsqu'il y a de la violence et la France continue à avoir du mal avec les débats qui tournent autour de la colonisation. Est-ce que vous êtes, vous, après des années de travail sur la Nouvelle-Calédonie, d'accord avec cette assertion ? Oui, bah d'ailleurs on le voit, hein, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé cette semaine et qui maintenant fait les gros titres était en germe depuis des mois. Donc cet intérêt uniquement quand il y a, voilà, malheureusement des manifestations, des morts, on le voit bien. C'est peut-être là aussi où le fait que le dossier a été transféré du Premier ministre vers le ministre de l'Intérieur a de quoi nous inquiéter. C'est-à-dire qu'on est là dans une logique purement sécuritaire, alors que vraiment, encore une fois, la Nouvelle-Calédonie est un réservoir d'expériences politiques qui ont des choses à nous dire à tous. Pas simplement aux Kanaks et ceux qu'on appelait à l'époque les Caldoches, ou au reste de la mosaïque calédonienne. Donc oui, malheureusement, on en est là. Et il me semble que l'enjeu souligné dans ce débat, de dire que la France s'honorerait à réussir enfin un processus de décolonisation, alors qu'elle a à peu près échoué dans tous les autres exemples, demeure un exemple non seulement, enfin, serait fondamental pour notre trajectoire républicaine et un exemple utile bien ailleurs dans le monde. On apprend à l'instant qu'un homme est mort à Cala-Gomène. J'espère que ma prononciation est correcte. On vient de l'apprendre ce samedi, selon la gendarmerie. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, Isabelle Leblic, des voies de sortie de cette violence qui traverse présentement l'archipel ? Mais la voie de sortie, elle ne pourra se faire que si notre gouvernement ici revient sur ce projet de loi constitutionnel, stoppe le processus. Même la présidente de l'Assemblée a appelé à stopper le processus, parce qu'on ne pourra ramener le calme en Calédonie que s'il y a un geste fort aujourd'hui de notre gouvernement pour dire on vous a entendu, on va faire autrement. Il faut changer de méthode, il faut laisser le temps aux gens sur place de discuter entre eux. Ce processus était engagé, il a été stoppé régulièrement par des coups de semonce de Macron disant si vous ne vous mettez pas d'accord à telle date, la loi constitutionnelle va passer, si vous n'êtes pas d'accord à telle date, le congrès de Versailles va se réunir. On ne peut pas agir comme ça avec des dates comme ça qui tombent sans laisser le temps au temps. En Calédonie, c'est essentiel. Dans ces manifestations et dans ces révoltes menées depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, un groupe en particulier est actif, la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT, qui a été qualifiée il y a quelques jours par Gérald Darmanin de groupe mafieux. Quel regard vous portez-vous, Romuald Pidgeot, sur cette cellule-là, sur ce groupe-ci ? Déjà, le ministre de l'Intérieur cherche des coupables, des responsables, mais en faisant ça, il fuit sa responsabilité à lui. Nous, on s'inscrit totalement en faux avec les accusations du ministre. La CCAT a été créée depuis 6 mois. 6 mois, l'objectif de la CCAT, c'était de montrer par la mobilisation de terrain qu'on était totalement opposé au dégel du corps électoral. Donc, on a commencé au mois de novembre 2023 les mobilisations. On n'était pas nombreux au début, on était 3000. C'est monté crescendo à mesure de l'avancée de ce projet de loi constitutionnelle dans les circuits législatifs. Le 28 mars, on était 15 000 à Nouméa et le 13 avril, ce que nous on qualifie de jour historique, on était près de 60 000 à la place de la Paix à Nouméa. Donc, on avait vraiment un message populaire du dégel du corps électoral. Et toutes ces mobilisations sont passées très bien, sans aucun dérapage, sans aucune casse. Elles ont été déclarées au service de l'État. Donc, on a lancé des messages pacifiquement depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'on a eu? L'ignorance.
Ce qui peut poser question vis-à-vis de la CCAT, une question que posent en tout cas certains responsables politiques. Je cite par exemple Louis Lefranc, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui explique que la CCAT est une organisation de voyous qui se livre à des actes de violence caractérisés avec la volonté de tuer les forces de l'ordre. Ce sont des propos graves, forts. Comment vous les recevez, vous? Bah, je suis assez déçu des propos du haut-commissaire. Il a travaillé pendant 6 mois avec la CCAT. Ce que je vous ai dit, toutes les mobilisations ont été faites dans le calme, dans un esprit bon enfant. Euh, Aujourd'hui, je cherche des coupables, mais je vais rappeler que la CCAT n'a jamais appelé au casse, au pillage. Et depuis le début de ces mobilisations, de ces manifestations de lundi, la CCAT essaye d'appeler au calme. Et ce que je voudrais dire au commissaire et au ministre de l'Intérieur, c'est que euh, la répression, c'est quelque chose, mais si vous voulez une situation pérenne sur le long terme, parce que la répression, ce sera une solution de très court terme, c'est les membres de la CCAT qui pourront aller calmer ces gens, parce qu'ils ont la connaissance du terrain. Isabelle Leblic. Oui, d'entendre ces propos, c'est franchement, moi je qualifie ces propos d'irresponsables, parce que ça jette de l'huile sur le feu, ça stigmatise une partie des responsables Kanak qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, la seule faute aujourd'hui, c'est le gouvernement français, c'est l'État français. Et que le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie tienne ce genre de propos, moi ça me laisse pantois. Franchement, c'est de l'amateurisme, quoi, franchement. Joseph Confabreux, vous-même, une réaction et peut-être un propos plus général sur ce rapport des groupes indépendantistes à la violence ou à l'action pacifique? Non, mais ce qu'on peut effectivement dire, c'est que la lutte kanak a toujours été traversée de courants qu'on pourrait dire plus ou moins radicaux. Mm. On se souvient que Jean-Marie Djibaou et Yewene, les deux leaders indépendantistes, ont été assassinés en 89 par un Kanak qui leur reprochait finalement de s'être compromis avec les accords de Matignon. Donc ce n'est pas nouveau, on pourrait remonter, il y a eu beaucoup de divisions au moment où Éloi Machoro, un des grands leaders indépendantistes Kanak, va briser une urne pour symboliquement montrer déjà qu'il refuse la manière dont se déroule le processus électoral en Nouvelle-Calédonie. Après, ces divisions-là, elles existent, elles sont constitutives de souvent une lutte d'indépendance avec différentes tendances. Là, on parle d'autre chose puisque Gérald Darmanin considère que de toute façon, ses adversaires sont soit des terroristes, soit des mafieux. Donc là, ça concerne Gérald Darmanin, pas tellement la lutte kanak. Isabelle Leblic, est-ce que au cours des dernières semaines, a été gâché 30 ans de processus, 30 ans de travail collectif, 30 ans aussi de dialogue tripartite entre les indépendantistes, les dits loyalistes et l'État? Oui, ça c'est évident. Mais pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre là, je veux dire déjà en 84, Jean-Marie Tjibaou était un terroriste pour l'État français, avec un gouvernement à l'époque socialiste. Éloi Machoré, pareil. Donc l'histoire balbutie en Calédonie, c'est-à-dire on reproduit toujours les mêmes erreurs et les mêmes accusations. Et je veux dire, c'est consternant, quoi. C'est consternant parce que là, on était sur le bon chemin pour arriver à une solution. Si l'État français ne s'était pas bloqué sur ce troisième référendum qui a été le déclenchement de tout ce qui se passe aujourd'hui, avec à l'écoute des anti-indépendantistes les plus virulents en Calédonie pour stopper le processus. Mesdorf en Calédonie et Baquès en Calédonie, il y a quelques mois, annonçaient il faut que la province sud devienne un département français. Je veux dire, quand on entend ça, comment voulez-vous qu'étant habitant de ce territoire, parmi lesquels les Kanaks sont les premiers habitants, n'est pas la colère qui monte, quoi. Et c'est vrai que ça fait des mois qu'ils avertissent, que nous ici en France on avertit que ça va exploser et que jusqu'à présent les dernières conférences de presse qu'on faisait avant le soulèvement de cette semaine, il y avait 2 journalistes et qu'aujourd'hui on est débordé de demandes parce que voilà, il y a eu des morts. Et en Calédonie, Jean-Marie Tjibaou disait toujours, il faut qu'il y ait des morts pour qu'il y ait des réactions. Mais c'est dramatique, quoi. Romuald Pidgeot, si on avait effectivement, si l'État français avait repoussé ce troisième référendum, s'il avait permis son existence au-delà de la crise sanitaire, est-ce que cela aurait permis de résoudre une grande partie du problème actuel?
Oui, en partie, parce que l'État aurait respecté sa parole d'aller au terme de l'accord de Nouméa. Nous, on considère que l'État, en imposant ce troisième référendum, et surtout en le légitimant, en le validant sans la participation du peuple premier, le peuple kanak, a renié sa parole et sa signature de l'accord de Nouméa. Donc c'est grave parce que pour nous, vous savez, l'accord de Nouméa est cité comme un accord de civilisation, comme un accord unique. Depuis tout à l'heure, dans nos débats, on le dit, hein, que l'accord de Nouméa, c'est quelque chose d'unique. Et ce gouvernement-là comment dire ça, a gâché ce trésor. C'est Emmanuel Macron qui a parlé de trésor quand il est venu en Nouvelle-Calédonie au mois de juin. Et ben, le trésor qu'il a construit, ben, il l'a gâché d'un seul coup, comme ça, avec sa méthode jusqu'au boutiste de vouloir imposer les choses. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin au micro de France Culture. Isabelle Leblic, vous êtes directrice de recherche. Joseph Confavreux, journaliste à Mediapart. Romuald Pidgeot, secrétaire adjoint de l'Union calédonienne, membre du bureau politique du Front de libération nationale kanak et socialiste. Merci beaucoup à tous les trois.